traçabilité de l'information du patient. Alors déjà, il va falloir comprendre en fait d'où ça vient et comment ça a évolué. En fait, ça a évolué ces dernières années. Je vous ai mis pas mal de cas de jurisprudence en fait cette année pour que vous voyez un petit peu au niveau des tribunaux, que ce soit le Conseil de l'ordre ou les tribunaux judiciaires, comment en fait ça pouvait être analysé par ceux qui vont avoir en fait à expertiser et à juger les cas. On voit apparaître un nouveau préjudice qui est le préjudice d'impréparation, et vous allez voir que celui-là il fait un petit peu peur. Et on parlera évidemment de la traçabilité dans les dossiers. Alors c'est déjà en fait l'information du patient, c'est un droit pour le patient et un devoir du professionnel de santé. Ça a beaucoup changé avec la loi Kouchner en 2002. Alors c'est pas tout jeune, on est en 2025. Mais cette loi du 4 mars 2002 a aussi, dans la jurisprudence, en fait, durci l'appréciation du devoir d'information du professionnel de santé. Alors, donc, c'est le droit de toute personne d'être informée sur son état de santé, mais de quoi doit-elle être informée? En fait, c'est l'information sur le diagnostic, les examens. Donc, tout à l'heure, en fait, un praticien parlait de façon très juste de devoir informer le patient de tous les tenants et les aboutissants de tout ce qui existe. Alors, l'endocrinologue n'a pas le droit de dire qu'il n'y a que le traitement médicamenteux, le chirurgien n'a pas le droit de dire qu'il n'y a que le traitement chirurgical, et on a eu des condamnations, alors plus de chirurgiens que de médecins, mais de chirurgiens en fait qui ne proposaient que l'alternative chirurgicale, sans parler des autres alternatives, et on considère que c'est un manquement en fait à l'obligation d'information du patient. Alors, au niveau des risques, puisque c'est souvent aussi dans la zone de risque que l'on va se situer. Alors la loi parle de risques fréquents ou graves, normalement prévisibles. Alors on a eu une jurisprudence à une époque sur le risque exceptionnel, et donc en fait lorsque le risque est grave, même s'il est exceptionnel, il faut informer le patient. Donc pratiquement dans toutes les prises en charge de vos patients, vous allez devoir dire au fait vous avez un risque de mourir, puisque le risque en fait de décès est presque présent, en tout cas il est présent dans beaucoup de prises en charge. Mais les juges, je vous dis encore une fois, sont quand même très sévères vis-à-vis des professionnels de santé. Donc toutes les alternatives et les conséquences en fait prévisibles en cas de refus de soins. Tout petit aparté sur le refus de soins. Il va falloir que ce refus de soins soit réitéré, c'est-à-dire que le patient à qui vous allez proposer une alternative, vous allez proposer une prise en charge thérapeutique, diagnostique, chirurgicale, etc., a le droit de ne pas accepter les soins, de les refuser. Donc on n'imagine pas, par exemple, une jeune femme de 35 ans qui a un cancer du sein, l'attacher de force et lui passer une chimiothérapie de force. Donc, en fait, on va l'informer, on va l'alerter sur les conséquences de son refus, et c'est là où moi je vous conseille très fortement d'envoyer un courrier qui va expliquer en fait les conséquences de son refus d'être soigné, donc à court, moyen et long terme. Parce que, évidemment, depuis 1997, la charge de la preuve de l'information repose en fait sur les épaules du professionnel de santé. Donc c'est à lui de prouver qu'il a informé le patient et que le patient a compris l'information. Alors c'est un consentement qui doit être éclairé, et en fait souvent on pense que le praticien peut cacher des choses au patient ou ne pas le dire dans son intérêt. Vous savez, c'est le fameux alinéa 2 de l'article 35 du code de déontologie qui vient dire que si le patient ne veut pas être informé, ou si on estime que c'est bien de ne pas lui dire, c'est mieux de ne pas lui dire. Je vous conseille fortement de ne pas mettre en application cet article, en tout cas cet alinéa. Parce que, en fait, de rester dans l'ignorance, et là aussi il faut faire attention, on parlera tout à l'heure de l'exception thérapeutique, que la demande du patient, quand le patient dit qu'il ne veut pas savoir, c'est peut-être à un moment donné, et il faut se rendre compte aussi que l'information elle doit être délivrée tout au long de la prise en charge. Donc, l'information, quelle forme elle va prendre et comment en fait on va la
donner. Donc ça, vous le savez tous, puisqu'on vous a vraiment bassiné avec l'information claire, loyale et appropriée. Ça veut dire qu'il ne faut pas parler en langage technique, il faut s'adapter au niveau socioculturel du patient, il faut adapter le vocabulaire pour que le patient puisse comprendre. Alors, je vous donne un petit conseil, parce que même si vous allez faire preuve de beaucoup de pédagogie, vous avez des patients qui, de toute façon, vous avez beau leur expliquer 3 fois, et ils ne vont toujours pas comprendre ce que vous êtes en train de leur dire. Alors, je vous dis, moi ça m'arrive aussi avec des clients, hein. J'ai beau des fois leur expliquer plusieurs fois, ils ne comprennent pas ce que je leur dis. Mais du coup, dans vos dossiers, ça peut être en fait intéressant de noter que vous avez expliqué aux patients, que vous avez fait des schémas, il faut garder les schémas dans les dossiers, et que le patient n'a toujours pas compris l'information. Parce que du coup, en fait, on va réussir à démontrer que vous avez mis en œuvre tous les moyens en fait, pour pouvoir informer le patient. Donc quand il y a vraiment un blocage, alors c'est pas tous les patients, on peut dire il n'a rien compris, il a un pois chiche dans la tête, enfin il ne faut pas l'écrire comme ça. Sur les dossiers médicaux, je vous rappelle que les patients ont accès aux dossiers, donc faire attention à comment on écrit dans les dossiers. Mais en tout cas, lorsque vous avez expliqué un certain nombre de fois, vous envoyez aussi un courrier, vous remettez une fiche d'information qui sont parfois rédigées par les sociétés savantes. Donc ça, il faut noter aussi dans les dossiers que vous avez en fait remis la fiche d'information sur la coloscopie, sur la chirurgie bariatrique, sur la DMLA, enfin, ce genre de choses. Et il faut bien noter dans les dossiers que vous avez remis ça. Et quand le patient, il n'a toujours pas compris après un certain nombre de rendez-vous, d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte par rapport aux questions que le patient peut poser. En fait, des fois, avec une seule question, vous vous rendez compte que le patient n'a pas du tout compris la prise en charge et les traitements. Donc voilà, attention. Et puis, lorsqu'on a une prise en charge qui est pluriprofessionnelle dans des parcours de soins, l'information, elle doit vraiment être donnée par le médecin, mais pas seulement. Parfois, vous avez, dans de plus en plus de prises en charge médicales, vous avez aussi des IPA, des infirmiers en pratique avancée, des infirmiers qui font la consultation d'annonce. Vous avez des assistants, que chez les ophtalmos et les orthoptistes, chez les dentistes, vous pouvez avoir aussi l'assistante dentaire, etc., qui peuvent aussi aider à délivrer l'information, mais surtout à la compléter et à vérifier en fait que le patient a bien compris la prise en charge. Alors, 3 exceptions au devoir d'information du médecin. Alors, l'urgence vitale. Alors, attention, sur l'urgence vitale, ça délie le médecin de son obligation d'information a priori, mais pas a posteriori. Donc c'est quand il y a l'urgence, on ne délivre pas l'information, on a autre chose à faire, on doit sauver le patient. Mais après la prise en charge, on est quand même obligé d'informer le patient de ce qui s'est passé, de ce que l'on a fait, etc. Donc c'est une possibilité de ne pas informer a priori, mais on continue à avoir quand même ce devoir d'information. La volonté du patient de ne pas savoir, je vous dirai tout à l'heure, et l'exception thérapeutique. Alors, on a un arrêt là de la Cour d'appel de Rouen qui vient, donc 2024, récent, qui vient confirmer effectivement cette notion d'urgence. On vient dire que l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent en fait dispenser le professionnel de santé de son obligation d'information. La volonté du patient de ne pas savoir. Alors, il faut remettre ce texte dans la perspective dans laquelle il a été adopté. Au départ, la volonté de ne pas savoir, c'est surtout pour les tests génétiques, en fait, les tests de prédisposition génétique. Lorsque on avait des maladies génétiques transmissibles, les patients souhaitaient ne pas transmettre en fait la maladie à des futurs enfants. Donc en fait, c'était la possibilité d'avoir accès au diagnostic préimplantatoire pour ces patients-là. Sauf qu'avant 2011, les parents qui voulaient ne pas transmettre la maladie à leurs futurs enfants étaient obligés de se faire tester pour pouvoir en fait avoir accès au DPI. Depuis donc, la loi de bioéthique de 2011, il y a eu la possibilité de dire « Mon père est atteint de la chorée de Huntington, je ne veux pas savoir si moi j'ai la chorée de Huntington ou pas, mais en tout cas je ne veux pas la transmettre ». Dans ce cas-là, en fait, on donnait l'accès avec la volonté de ne pas savoir. Donc c'est dans un contexte au départ assez particulier qui est celui en fait de la connaissance de son statut génétique sur des maladies génétique transmissible. Donc il faut faire attention et c'est le patient
Donc je rappelle, en matière de devoir d'information et de secret professionnel du vivant du patient, lorsqu'il n'est pas placé sous tutelle, le patient est le seul à pouvoir recevoir l'information. Donc quand vous avez des membres de la famille qui viennent vous dire « surtout vous ne lui dites pas qu'il a un cancer, surtout vous ne lui dites pas qu'il a telle pathologie, une dégénérescence de quelque nature que ce soit », vous ne pouvez pas en tant que praticien en fait donner du crédit à ce que la famille et les apparentés peuvent en fait venir demander. Donc c'est du vivant du patient. Et lorsque, alors souvent moi je dis mettez-vous à la place, c'est-à-dire est-ce que vous voyez avec à 70, 75, 80 ans, si vous êtes en pleine possession de vos capacités intellectuelles, est-ce que vous accepteriez que vos enfants vous privent en fait de savoir et des choix en fait corrélatifs qui peuvent en fait accompagner le fait de savoir atteindre une pathologie, notamment le fait de s'organiser, de pouvoir faire un testament, se marier, etc. Donc attention au poids parfois de l'entourage, de la famille, et même la personne de confiance n'a pas du tout ce pouvoir. La personne de confiance est là pour accompagner le patient lorsqu'il a besoin d'avoir un appui, un soutien pour comprendre, etc. Mais la personne de confiance n'intervient pas tant que le patient n'est pas hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc elle n'intervient que si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté. Donc ça remet un petit peu les choses au clair, parce que parfois, en pratique, on voit un certain nombre de dérives. Alors, quand on a un risque grave pour la santé publique ou les tiers, on ne peut pas, en fait, ne pas informer le patient. Alors, le cas paradigmatique, ça reste celui du HIV positif, c'est-à-dire qu'un patient que vous testeriez pour des sérologies ne peut pas venir vous dire finalement je ne veux pas savoir mon résultat. C'est pas possible. Donc dans ce cas-là, c'est aussi une obligation